Salut à tous et à toutes, c'est l'Omniscient, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une review de l'Avent, et oui, c'est le retour du format qui n'existait qu'une seule fois. Pour rappel, dans celui-ci, je vais vous faire un récap des événements marquants de la semaine avec mon avis petit à petit, puis je braquerai les projecteurs sur certains thèmes que j'aborderai avec vous. Ça se base sur la formule dimanche au lundi. Aujourd'hui, on commence donc avec les chapitres sortis entre le 1er et le 7 décembre, la semaine prochaine entre le 8 et le 14, ainsi de suite. Je couvrirai pas les 2 derniers jours étant en vacances. Ainsi, pas de spoil dans cette vidéo du chapitre du jour uniquement. Donc, comme d'habitude, si vous n'avez pas écouté les épisodes concernés, ne regardez pas cette vidéo. Si vous la continuez, je considère que vous l'avez déjà fait ou que vous en fichez d'être spoilé. Je rappelle aussi qu'en ce moment a lieu le décembre marmotané, avec entre autres me concernant un live tous les jours, le KO du SSU dimanche prochain, l'OLS spécial Noël samedi 21, la sortie de la vidéo hommage à Alias que vous avez pu découvrir en avant-première lors des Awards le 22. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les Awards, le condensé de la cérémonie sort le 28. Et à côté de ça, vous pouvez toujours me retrouver lors des watch-alongs organisés tous les jours à 17h20 sur le Discord du studio où nous vivons ensemble Sombre Blizzard. Allez, tout le blabla ayant été fait, il est l'heure de se concentrer sur l'important. Entre Josie, Solstice et Rockwell, cette semaine a été passionnante. Installez-vous confortablement, on est parti. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus dans Sombre Blizzard. Quelque chose est en train de se passer, Nathan. La division Plume d'Argent bouclera totalement Marmotta. Vous êtes sûr de vous, Talion? Oui, monsieur le directeur. Toute notre stratégie est basée sur les conquêtes terrestres. Va te faire foutre. Je vous reconnais. Il prend ensuite un an plus tard aux tragiques événements de Triste Blizzard qui ont malheureusement vu mourir Alias. Les chapitres sont diffusés sur Tellington à 6h30 et sur YouTube en première à 17h30. On commence d'abord cette semaine avec le réveil de Nathan, une nouvelle fois auprès de sa femme et de ses enfants, mais non, en fait il est dans une chambre militaire d'une base souterraine, on ne sait où. Ce premier épisode nous plonge déjà dans quelque chose d'intéressant, c'est le rapport de force. Pour la première fois depuis le début des calendriers, les protagonistes ne sont pas à Marmottin et ne sont pas en position de contrôle. Ça nous fait tout de suite remarquer à quel point, si l'État appuie une décision, la balance s'inverse totalement. Les années d'avant, l'État appuyait dans l'ombre et discrètement les tentatives de prise de pouvoir de mauvais éléments de la DPA. Cette fois-ci, avec Marbre Rouge, ils l'ont officiellement fait, avec l'accord de toutes les strates et en y faisant même assister les Rockwelliens. Ça change tout, et d'ailleurs le résultat le montre, ils se sont fait terrasser, les familles butées, ça j'ai bien aimé. Ça nous amène à une première réflexion, celle de se poser la question de qui est où et qui fait quoi. Et j'ai apprécié que cette information ne nous soit pas livrée sur un plateau d'argent, ça fait toujours un peu forcé, mais qu'on ait à y réfléchir avant d'avoir une confirmation dans le récit. On sait donc à ce moment-là que Andrew Bennett, Antonov, Colonel Doppler, Hugo Clifford, Michael Fonck, Nathan Bloom et Talion sont, avec une centaine d'hommes fidèles jusqu'à l'os et Alias, terrés dans une base secrète de la DPA. On apprendra plus tard qu'elle s'appelle le Bouclier. C'est assez intriguant de dire que la mauvaise DPA ne sait pas où elle est d'ailleurs, un dernier coup de génie d'Alias ou sont-ils à l'étranger. On sait aussi que Emma et Valentin au moins ne sont pas ici, probablement pareil pour la famille de Fonck, est-ce qu'ils ont été mis en sécurité ou sont-ils à Marmottin? Et justement, côté Marmottin, c'est la merde. Le commissaire et le préfet sont rangés du côté de la mauvaise DPA, ça laisse que Vinzier et ses copains, Leblanc et Josie, en opération là-bas, autant vous dire qu'ils pourront probablement pas faire grand-chose. En face, ils ont le ministre, le frère de Contumace, Jérémia, Contumace lui-même, et uniquement des hommes fidèles à sa cause dans le reste de l'organisation. Sauf peut-être Cobalt qui... Ah non, en fait, annulez tout, c'était un agent triple. Et puis le dernier camp, c'est celui des Rockwelliens, avec au moins Railway Général, mais probablement Rotarmin, généralissime, mais Rockwell fit Macron, what the fuck? Non, en vrai, ça, c'est du génie, et je trouve ça drôle, mais aussi hyper intéressant d'exploiter les relations intermondes à ce stade. Qu'est-ce que ça dira d'une possible ouverture aux autres mondes? Et après, quid de Cassandra, Jean-Jacques et Oswald, quid de Léo Boglov et le corps de Nicolas, où sont-ils, Cornelius, Camélia et tous les autres personnages secondaires et tertiaires de l'univers? Pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà l'état des lieux en début de semaine. Et dans l'épisode 2, on apprend quelques informations intéressantes, avec l'arrivée des deux vieux, Camélia et Cornelius. Bon là je me permets une aparté, je sais que la réponse c'est pour créer du suspense, mais pourquoi ils ont eu peur de l'apport de Cornelius alors qu'il a l'air de passer régulièrement, et pourquoi Talion a pas eu un truc du style « je connais ça c'est bon » au lieu de « je crois que je les connais, Amnésiland ou bien ?» Bref, je disais donc qu'on apprend quelques informations intéressantes, comme le fait que Léo est resté avec Camélia et qu'elle arrive à détacher Boglov quelque temps de l'esprit de Léo, on dirait un peu une sangsue, on peut soulever son corps mais c'est pas très accroché.
Par contre, intéressant que Camélia dise il pourrait donner des informations à Marbre Rouge. Comment fait-il concrètement? Est-ce qu'il arrive à reprendre son corps pour dire des infos, puis repart? La position de Talion est intéressante aussi. Il a l'air très investi, très pris par les événements, avec des responsabilités. Il dit même « merci monsieur le directeur », très formel pour le personnage. J'aime bien cette version de lui, mais bien à l'opposé de ses premières apparitions chaotiques. On apprend aussi qu'Hugo s'entraîne encore, décidément il s'entraîne beaucoup. Andrew a changé, par contre, il est facilement agaçable, il prend à la légère les dangers qu'Rico pourrait avoir, c'est assez perturbant. Et Dame Josie, agent de liaison, c'est magnifique. Le fait qu'elle ait un rôle plus important cette année me remplit de joie, je me dis que tout le monde va avoir un arc de rédemption cette année, et donc on retrouve Oswald et Tassier qui étaient partis chercher Josie. On enchaîne avec une petite partie ref. D'abord, le début du monologue dans l'épisode 3 mentionne des bases d'informatique, en lien avec le cursus primaire de SF, puis aussi les pâtisseries d'Esther, un nom sûrement proche de lui puisque vous pouviez déjà le retrouver au début des derniers livres dans la partie remerciements. Ça me fait penser, est-ce que cette année il y aura des nouvelles mentions de membres de la communauté? L'année dernière on avait découvert avec surprise l'apparition de Zenart, plus tard dans la question des plaines d'autres membres du Discord, à qui le tour? Ce monologue ce n'était pas que des refs, mais un joli accéléré de 12 mois dans l'histoire, quelque chose que j'ai trouvé intelligemment fait, qui dresse les enjeux de manière limpide et qui permet aux personnages de ne pas avoir à refaire un point à l'oral qui serait un non-sens vu qu'ils le connaissent déjà. On apprend donc, entre autres, que les personnages du bouclier sont dans un silo à missiles en France et les familles dispatchées dans plusieurs villes. On comprend aussi comment la DPA a mis en place un étau terrifiant autour des protagonistes, la DPA qu'on devrait d'ailleurs surnommer Red DPA, puisque son nouveau logo est rouge, une sorte de DPA Marbre Rouge versus DPA Bouclier, DPA Red versus DPA Grey, DPA Contumace versus DPA Antonov. Et justement, cette DPA, on l'apprend dans l'épisode, a un plan, ou plutôt celui de Jérémia, celui de restructurer complètement Marmottin avec la création de nouveaux bâtiments, un élargissement de la croisée et qui sait, encore d'autres diableries. Ce qui va dans le sens des relations de marché entre terriens français et égadiens rockwelliens. Il y avait le retour du duo légendaire Josie-Fonk qui ont vraiment une complicité toute mignonne, et aussi Nathan qui ne manque pas, comme à son habitude, d'être piquant. On se croirait à Paris en 40. Il y a des flics et des soldats partout. Le nouveau commissaire est un tyran qui prend ses ordres directement du préfet de Maud, et les casques rouges se croient tout permis. L'autre jour, il y en a un qui a mis une main aux fesses à Cassandra Darmin. Comme quoi, tout le monde ne la déteste pas. Nathan! Quitte à évoquer les personnages d'ailleurs, on peut donc parler du traitement de Cassandra, qui est donc restée à Marmottin et qui n'a pas eu de problème. J'avoue que je trouve ça curieux personnellement, je pense que ça s'explique par la volonté, tout comme avec Leblanc, Josie et Vinzier, de la DPA à ne pas trop chambouler la population en remplaçant tout le monde, mais normalement l'ancienne DPA devrait savoir que Darmin a changé. D'abord, elle a jamais été vraiment du côté de la DPA, plus dans le sensationnel selon les intérêts que ça sert, ceux du village, ceux de la DPA. C'est pour ça qu'elle avait été remplacée dans la 5ème porte d'ailleurs, le timing était pas bon à l'époque, mais ça ferait tout son sens aujourd'hui. Et surtout, Boglov, qui visiblement pourrait faire des allers-retours entre Léo et lui-même, sait pertinemment qu'elle sait qu'elle a changé, qu'elle veut le triomphe du bien. Alors certes, ils la tiennent par les couilles pour qu'elle publie des articles, mais derrière, ils se méfient pas d'une trahison. Bref, petite mention sur cet épisode où le son était particulièrement bien travaillé, même si globalement on sent déjà un step-up sur ce calendrier, déjà que c'était fou avant. Ça nous emmène à l'épisode 4, qui porte le nom qu'au moins un épisode par calendrier qui ont des titres aux épisodes doivent avoir, Lockwater. On a un échange assez intéressant avec Cobalt qui déjà est questionné pour sa loyauté, ce qui sème des graines pour l'après, mais aussi qui nous permet d'avoir plus d'informations sur la relation Contumace-Jérémia. Visiblement les deux ont l'air assez proches en travail mais pas beaucoup à côté, je me demande s'il y aura des dissensions par la suite. Et ensuite justement, on a un moment capital pour moi, on est en Egadia et c'est beaucoup trop cool. On entend Rockwell pour la première fois dans un calendrier, et ça dépote. Je trouve ça bien que, après l'échec de la 5ème porte et le cacaboudin de les portes noires, l'univers assume que oui, Egadia ça existe, que oui, il y a des implications, logiquement on devrait plus être à Marmottin aujourd'hui, on y est encore par la force des choses, soit, mais au moins faut pas négliger l'importance d'Egadia, et ça c'est parfaitement bien amené avec les échanges commerciaux jusque-là. Épisode suivant, on retrouve Boglov à Lockwater, et ça m'a fait avoir une réflexion, est-ce qu'il y a seulement Boglov à Lockwater? Je veux dire, on sait que cette prison c'est une prison spécialement pour les prisonniers issus de la DPA, et ayant pour beaucoup des liens avec la magie. Sauf qu'à chaque fois, on tombe sur Contumace, Sattler ou Boglov. Et en vrai, je me dis, les dossiers de la DPA nous a introduit ce système de dossiers qui reviendra probablement, tout comme les mystères de Mystère au chocolat chaud. Je me dis, une série lore qui focuserait sur un prisonnier ou une prisonnière de Lockwater et qui sur un one-shot de 15-20 minutes ou plus nous plonge dans une histoire, ça serait pas mal pour renforcer le lore de la prison. Sachant que, je précise, je dis ça sans avoir vu Mystère à Windwald, je sais que c'est proche de Lockwater, mais je crois pas que c'est un rapport vraiment direct avec la prison, corrigez-moi en commentaire si c'est le cas. Bref, on enchaîne donc avec Boglov en cage, littéralement, puisqu'il est comparé avec un lion, mais un Boglov toujours aussi vigoureux. Quand vous rentrerez chez vous, embrassez bien vos femmes et vos enfants. C'est important, la famille.
C'est important, oui. On peut la perdre très vite, sa famille. On peut la perdre. Elle peut mourir. On apprend durant ce délicieux échange entre lui et Contumace qu'entre autres, Sattler a été libéré et travaille visiblement toujours avec Contumace. Et damn, j'avais oublié Solstice, incroyable de le revoir, donc même les portes noires vont avoir une rédemption. Par la suite, on a un petit passage avec les survivants, focus sur Emma. C'est vraiment cool qu'il y ait que elle, qu'on se concentre sur sa relation avec Valentin, sa douleur de pas voir Léo, sa douleur. Ça lui donne de la profondeur et c'est tout ce qu'on pouvait espérer. On sait aussi par cette scène qu'elle est dans un village nommé Lancaster. Après ça, retour sur la réunion de crise qui touche à sa fin. On est donc toujours le 1er décembre à l'heure actuelle, dans le récit. J'ai bien aimé le petit passage sur la composition de l'équipe, surtout sur le fait que Hugo tente tant bien que mal de négocier sa place. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir là et de le sentir impliqué, en espérant qu'il brille plus cette année. Chapitre suivant. On a donc la team qui débarque à Marmottin avec une question qui me taraude sur la fin, c'est est-ce que le drone a un détecteur de température? Parce que sinon c'est sûr que c'est mort là. L'autre temps fort de l'épisode, c'est la super scène avec Rémus et Romulus. J'ai bien aimé parce que c'est bien amené. Ça montre comment une erreur peut tout faire capoter, et ça montre aussi qu'aujourd'hui, l'étiquette « Je montre l'insigne de la DPA » marche plus. Parce que si ça avait été le cas, les policiers auraient vérifié, ils seraient tombés sur Marbre Rouge qui aurait probablement repéré les soldats, ou juste indiqué aux policiers que c'est des dangereux criminels. Dans tous les cas, ils étaient baisés. Par contre, là où c'est mal joué de Rem et Rom, c'est qu'ils auraient dû se mettre d'accord sur une version pour pas créer de problème. En tout cas, je pense que la dashcam au début était un fusil de Chekhov et que ça servira à Marbre Rouge pour localiser ou du moins suivre la trace de Rem, Rom, Emma et Valentin Bloom. Bref, pour revenir sur l'aspect des protagonistes, j'espère que l'aspect retour après un an sera vraiment appuyé sur les prochains épisodes parce que mine de rien, revenir après autant de temps pour avoir déjà expérimenté ça personnellement dans sa ville de cœur, ça fait toujours bizarre. Et si en plus ce sentiment peut être terni par la nouvelle disposition des choses dans le village, géographique mais aussi dans l'ambiance, ça serait top. Allez, et on termine ces commentaires épisodiques par le dernier épisode de notre review, celui du 7 décembre. On retrouve donc Tassier et la bande qui, dans un échange assez marrant avec Rico, essayent de se dépatouiller du drone. Comme le temps passait, le commissaire Tassier s'énerva. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu veux, Rico? Je veux des billets pour un concert. Sérieusement, pesta Bloom. Bah non, bande d'abrutis, je veux des graines. Moi, on m'achète avec des graines, c'est bien connu. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais je suis un putain de piaf. Puis on enchaîne avec, enfin, après un long épisode d'attente, bon, j'avoue l'épisode d'avant était top, et il y a peut-être que moi qui me hype dessus, mais le retour de Solstice et son intervention dans le récit, en soi, rien de spécial à dire sur le dialogue, mais juste le fait qu'il revienne déclenche une nouvelle couche d'action possible qui me hype déjà. On va en parler juste après, puisque c'est sur ces mots que se clôture la première partie de ma vidéo. Alors, déjà, j'espère que ce go-through des événements de la semaine vous aura plu. Personnellement, j'ai écrit petit à petit en le relisant, je trouve qu'il passe bien, mais peut-être que ça rend moins bien en tant que spectateur, dites-moi tout en commentaire. Ensuite, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce calendrier promet. Avant de se perdre dans des théories qui viendront nous hyper sa mère, j'aimerais analyser un petit peu plus en parlant du rythme. Je savais pas ce que vous en pensiez, j'avais entendu des ça passe trop vite, sans vraiment savoir si c'était du positif ou pas, et des c'était mieux les épisodes plus longs. Du coup, je me suis dit, autant vous sonder. Et non. Bref, je me disais, j'ai mis un sondage à votre disposition, samedi, pour savoir ce que vous en pensiez, et vous avez voté à 75% que la narration était parfaite, mais quand même à 50-50 que les épisodes étaient trop courts. Et je suis d'accord avec vous. C'est vrai que depuis la 5ème porte, la durée des épisodes s'est raccourcie parce qu'elle s'est standardisée sur le reste de la production de Tellington. J'avoue que pour marquer l'événement du calendrier et aussi pour faire la passerelle avec la durée YouTube qui était plus élevée, des épisodes de 5 minutes de plus que les habituels 10-13 minutes auraient été top. Maintenant, si on parle de comment la narration habite ces minutes, moi je trouve que c'est parfait. Je pense que le problème des années précédentes, enfin ça touche sans toucher Triste Blizzard, c'est que Superflame écrivait ses calendriers avec beaucoup d'action, ce qui était le cas de LCP et les Portes Noires. Sauf que ces derniers avaient vachement moins de temps pour mettre en place et vivre cette action de manière logique. Alors certes, abandonner le un jour, un épisode a aidé, mais ça n'a pas tout fait. Si ça passe bien aujourd'hui et l'année dernière, c'est parce que les calendriers sont écrits pour une longue mise en place qui amène à un climax. L'année dernière, c'était une enquête découverte, cette année, c'est une reconquête. Sur Triste Blizzard, ça avait pas mal jasé au début parce que la critique des épisodes courts était encore là, sans avoir la découverte de la nouvelle formule. Mais en fin de compte, à la fin de la série, on avait été plus ou moins tous satisfaits du rythme. Pour Sombre Blizzard, vu qu'on sait à quoi s'attendre, on est moins pris au dépourvu et ça nous permet donc de savourer. En tout cas, c'est mon cas. Je savoure chaque minute et j'ai pas l'impression que tel épisode fait assez ou pas assez.
Preuve en est, on est à peine à la fin du premier jour qui, je suppose, est le 1er décembre, et ça me gêne pas plus que ça. Je suis pas inquiet pour la suite parce que je sais qu'il y aura des jours de battement, probablement une ellipse, et que, comme l'année dernière, c'est pas non plus obligé que ça se termine à 24. Ça peut bien se terminer à 8, 14 ou 20, et ensuite qu'il y ait quelques jours de reconstruction de marmottin, et ça se finit sur un repas de Noël, si c'est un happy ending. Bref, pour l'instant je suis confiant sur le rythme et petite mention des passages accélérés qui sont fort sympathiques, c'est un bon moyen de mettre en bouche des bouts de lore nécessaires sans avoir à se dissiper du narratif présent. Bon, et maintenant, si on se hypait un petit peu. À l'heure actuelle, on n'a que trop peu d'éléments sur comment les choses vont se passer, mais avec des bribes d'informations, de la logique par rapport aux anciennes histoires et des envies personnelles aussi, je vous propose une projection de ce à quoi pourrait ressembler la suite de ce calendrier. Déjà, je vois pas comment la DPA pourrait exister après ce calendrier. Pour moi, elle doit être supprimée. Le problème cette année, qui n'existait pas les années précédentes, c'est que la Red DPA est soutenue par le président lui-même. Même si la Grey DPA arrivait à renverser l'organisation, le préfet et les ministres, ça n'enlèvera en rien qu'ils auront le président derrière eux qui négociera avec les Rockwelliens et qui va certainement pas vouloir que ses ambitions s'arrêtent par des petits merdeux qui en plus pourraient bien ne pas avoir compris la dissolution, qui en plus pourraient bien être qualifiés de traîtres à la nation et comparaître comme tels, puisque s'attaquant à une institution de l'État, mais aussi à un ministre. Bref, c'est pas possible que la DPA continue pépère. La seule solution pour que Emmanuel Boissard ne gagne pas, sans pour autant que les protagonistes gagnent, c'est de sceller complètement la croisée. Ça va vous paraître fou, mais si on retire le seul point connu d'accès à la Terre depuis les autres mondes humains, ou du moins qui n'est plus accessible du tout, donc probablement avec l'aide de magie aussi, il y aura plus d'échanges avec Egadia, ce qui change tout. Sur Terre, ça calmera les ambitions de tout le monde et ça va permettre le triomphe des gentils. Sur Egadia, ça va probablement amener l'Empire à pas pouvoir mener à bien ses ambitions et à Isenak de reprendre du poil de la bête. Fermer la croisée, ça veut aussi dire que chacun repart chez soi définitivement, avec toute la douleur que ça peut être, puisque Andrew et Talion ne pourront plus être sur Terre. Je rappelle que Andrew est le nouveau d'Okipa Egadia et qu'il doit assumer ce rôle dans une planète plus qu'en proie au danger. Si tous les éléments de la mauvaise DPA sont éliminés et que le président n'a plus de raison de continuer à traquer des gens qui, de toute façon, ont fait foirer pour de bon son plan, il n'y a plus de danger. Bon, on s'entend, ils devront tous déserter la France ou vivre très très cachés, parce que Manu va probablement pas les laisser s'en tirer. Mais en dehors de cet aspect, il n'y a plus de raison. J'évoquais Talion, puisque lui et Andrew repartiront en Egadia. Je pense aussi que ce calendrier est le bon moment pour passer la seconde, parce que ça fait quand même depuis 2021 qu'on attend la backstory de Talion, fortement liée à celle d'Andrew. Pour ça, on a un super élément, celui de l'arrivée de Solstice. Actuellement, on a Camélia et Cornelius dans le récit, qui connaissent le groupe des Portes Noires et par conséquent Solstice, et qui sont aussi seuls à pouvoir nous faire avancer sur l'histoire de Talion. Sauf que maintenant que Solstice est de retour, il peut tout à fait permettre à Talion de connaître mieux son histoire, puisque visiblement, Talion se souvient encore de cette partie. Sauf que, on se doute qu'il y a des chances aussi pour que Solstice ait des infos sur le village de Ferast qu'a détruit Talion, et sur sa relation avec les parents d'Andrew. Ce que j'imagine comme scénario, et là je vais commencer à vous présenter les dualités de la bataille finale, c'est que Talion commence à s'en prendre à Solstice, puis que ce dernier commence à confronter Talion à son passé, en questionnant ses choix d'être aux côtés d'Andrew et des protagonistes, que c'est pas dans sa nature, etc. Ça commencerait donc à perturber Talion, qui referait une crise, comme dans la fin de la saison 1 de Talion l'exilé, et ça laisserait la place à Camélia et Cornelius pour péter la gueule à Solstice, combat que je les vois remporter, parce qu'en vrai ils ont beaucoup d'expérience, qui sont puissants, même s'ils sont assez vieux. A la suite, on pourrait imaginer qu'ils finissent par dévoiler toute la vérité à Talion, et que ça enchaîne sur Talion l'exilé saison 2, qui pourrait bien être la suite directe de la saison, puisqu'entre cette saison et le mystère marmottin, il réussit quand même à se souvenir des parents et du nom Bennett sans entrer en crise, mais qui pourrait aussi être la suite en Egadia, après la scellée de la croisée, d'où le exilé, qui raconte sa version de l'histoire et sa nouvelle relation avec Andrew, maintenant que ce dernier en a appris plus sur le passé sulfureux de Talion. Et donc, qui dit croisée dit qui garde la Terre. Eh bien, je pense qu'il serait temps que notre Doki Patera se bouge le cul, crève et donne sa porte à nul autre que Hugo. Hugo est brillant, il est jeune, il est en passe de maîtriser à 100% ses démons et il ferait un super Doki Patera pour ouvrir un nouvel acte sur Terre. Un acte où on retrouverait un peu la vibe des stories d'antan, puisqu'il n'y aurait plus de la TPA pour protéger les gens. Ça serait son rôle. On pourrait comme ça revoir de temps en temps Bloom, Fonk, Josie et Leblanc, mais aussi Antonov, Oswald, Ravioli et d'autres. Et lors de cette bataille finale, je verrais bien Hugo être côte à côte avec Andrew pour enfin terrasser Boglov. Me demandez pas comment ils feront, je sais pas. Par contre, je les vois bien faire ça à deux. Au départ, j'imagine Hugo qui vient en appui à tous les autres et qui carry la bataille. Mais il lui faut aussi un moment de gloire si on veut qu'il puisse endosser avec charisme le rôle qui lui serait confié. Donc du coup, je l'imagine bien sauver Andrew qui, commençant à réaliser que par un moyen X ou Y, il est possible de tuer définitivement Boglov, commencerait à avoir des regrets car, après tout, c'était son fils adoptif. Hugo viendrait donc le sauver de Nicolas, qui profiterait de cet instant de faiblesse de Bennett, et ça créerait un beau parallèle entre les deux fils adoptifs d'Andrew. Bennett se ressaisirait, pensant à la mort d'Alias, et il en profiterait donc pour le terminer à deux.
La mort de Bogloff permettrait de récupérer sa porte, ce qui ferait que Hugo pourrait lui prendre s'il ne prend pas celle du Doki Patera, ou d'en redonner une à Oswald s'il y en a une de trop. Sachant que, niveau porte, si Solstice meurt, sa porte aussi aura besoin d'un nouveau propriétaire. Et puis tant qu'on est sur la bataille finale, pas forcément en combat, mais en opposition d'une manière ou d'une autre, je verrais bien Lorne et Burroughs contre Sattler, Contumace contre Antonov, Tassier contre le nouveau commissaire qui passerait par un sacrifice du policier pour protéger Josie qui aurait pris des risques fous pour l'équipe, le blanc pourrait reprendre sa suite, le blanc justement contre Cobalt qui à mon avis jouera l'agent quadruple, et ça fait un parallèle avec le blanc qui lui-même joue un agent double au sein de Marmottin, Vinzier contre le préfet et le ministre, et tenez-vous prêts, c'est absurde mais pas impossible, qui dans un élan où la DPA devrait continuer à exister par la suite dans l'univers, arriverait à attiser la population autour de lui pour devenir président, et à ce moment-là il n'y a plus de problème. Mais bon, là je rêve, je pense. Et enfin Nathan qui fait de la merde avec Léo, mais ça c'est autre chose. Pour ce qui est des autres persos tels que Fonk, Emma Bloom, Rémérom et Valentin, Doppler et sa centaine d'hommes, la direction de l'Équateur et ses équipes, les habitants de Marmottin et les autres persos tertiaires de la Terra tels que Ravioli ou l'Omniscient, j'ai pas vraiment d'idée, dites-moi si vous en avez. Et voilà, c'est tout pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me partager votre avis en commentaire, que ce soit celui sur le calendrier ou sur la vidéo. Nous on se retrouve à 16h30 en live sur Twitch ou YouTube pour débriefer cette semaine du SSU. Je vous attends aussi sur mon Discord pour crapahuter et vous avez mes news sur Twitter. Les 4 chevaliers d'Apocalypse, like, abonnement, cloche pour les intéressés et partage pour les plus fifous d'entre vous. Sur ce, je vous fais la bise bien baveuse, profitez de ce mois de Noël et à la semaine prochaine. Pour rappel, Sombre Blizzard est le 7ème calendrier du Super Flying Stories Universe,